Bienvenue Doc Seb. Bienvenue Christy, ainsi qu'à nos chers téléspectateurs. Alors, quand on entame une relation avec quelqu'un, il n'est pas toujours évident de savoir où l'on met les pieds. Au début, tout est rose et magique, mais au fur et à mesure du temps, il se peut que quelques comportements changent notre relation. Cependant, il est parfois difficile d'identifier où est la limite. On a du mal à savoir quand notre relation ne devient plus saine et lorsqu'il faut stopper les choses. C'est pour ça qu'on va en parler avec toi d'ailleurs aujourd'hui. Très peu de personnes se rendent compte qu'elles sont dans une relation toxique par elles-mêmes. Pour vous aider à savoir si votre relation amoureuse, bien sûr, est toxique, telle qu'elle soit d'ailleurs, nous avons décidé d'en parler avec toi, Doc Seb, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Alors, première question, Doc, comment reconnaître une personne toxique ? Alors déjà, avant de commencer, c'est de garder les principes essentiels. Pour qu'une relation de couple soit, je dirais, constructive, épanouissante, il faut déjà qu'elle soit équilibrée et qu'elle repose sur un socle avec en gros 3 grands piliers. La confiance et le respect mutuel qui vont ensemble. Le sentiment d'être aimé pour ce que l'on est, et la façon authentique et sincère d'être aimé. Et le sentiment de liberté d'être soi-même au sein du couple. Quand on a ces 3 piliers déjà en tête, ça aide beaucoup pour orienter, ça va orienter beaucoup le reste. Alors, pour répondre à ta question plus précisément, la personne toxique, eh bien, on peut la reconnaître en règle générale, c'est le partenaire qui, à la fois, ne souhaite pas s'investir dans la relation, ou alors, d'une façon tellement particulière que ça met mal à l'aise dans ses caractéristiques. On peut voir par rapport à ses traits de personnalité aussi dans le profil psychologique de ces personnes qui sont pathologiques et qui amènent cette toxicité. On va voir aussi des personnes qui sont pas matures ou immatures psychiquement, qui veulent pas s'engager ou s'engager d'une façon tellement peu ordinaire que ça ne peut pas nous correspondre, pas s'engager dans une vraie relation amoureuse et constructive, et avec des traits de personnalité égocentriques, narcissiques, manipulateurs. D'ailleurs, on va retrouver quasiment tout le temps au moins une de ces personnalités, qu'elle soit narcissique, qu'elle soit parfois antisociale, ce qui est parfois la plus dangereuse, la personnalité borderline ou limite, la personnalité paranoïaque, un peu plus rarement, mais quand même, on va être dans des délires de jalousie avec ces personnes, et bien sûr, la personnalité perverse et narcissique. Donc là, c'est vraiment le profil des personnes qui ont en elles-mêmes une toxicité. Et elles vont mettre en place un rapport asymétrique qui va devenir très vite toxique, de dominant-dominé, pour masquer, je dirais, leurs intentions aussi autour de la manipulation, et parfois des stratégies plus ou moins douces ou plus ou moins violentes ou subtiles pour maintenir un lien tout en le détruisant ou détruisant l'autre petit à petit. Voilà en gros pour reconnaître un petit peu ces personnalités. Alors, dans une relation amoureuse toxique, a-t-on l'impression de ne pas être soi-même ? Alors oui, effectivement, c'est un des signes qu'on va repérer, c'est qu'on ne peut pas être soi-même en tant que tel. On n'arrive pas, ou quand on est soi-même, on se culpabilise, on se dit attention, si je suis moi-même, qu'est-ce qui va se passer ? Quelles représailles vais-je avoir ? Et effectivement, c'est une des caractéristiques. On ne peut pas dialoguer. On se sent en insécurité affective souvent. On va développer cette forme de codépendance aussi particulière. On ne se reconnaît plus. On ne peut plus être soi-même, mais on ne se reconnaît plus non plus. On est obligé de jouer des rôles qu'on ne veut pas jouer pour conserver cette relation finalement. Et puis, évidemment, il va y avoir une baisse de l'estime de soi. Mais ça, c'est tout à fait caractéristique. On ne peut pas être soi-même. On ne nous laisse pas la liberté d'être nous-mêmes dans ce type de relation où c'est pas fondé sur le plaisir partagé, c'est fondé essentiellement sur le plaisir de l'autre qui souvent profite et abuse de ce pouvoir. Ayons un petit peu plus de précision de ta part, s'il te plaît. Quels sont les comportements toxiques dans une relation amoureuse ?
Alors, la toxicité, elle va se traduire par la manipulation, hein. La manipulation de l'autre en le culpabilisant. Ça peut être de la violence aussi verbale, parfois, à certains moments, quand il y a déjà cette emprise qui s'est un peu installée. Ça peut aller sur de la violence psychique, physique aussi, des formes de jalousie, dans des comportements de jalousie, de possessivité, qui sont complètement injustifiés, hein, d'ailleurs, sans signe ou sans motif, des critiques, des dévalorisations, cette emprise et de l'intolérance aussi, hein. Bref, tous les obstacles à une relation saine finalement, car les personnes toxiques, elles ne veulent pas finalement ce bien-être dans le couple. Elles voudraient un couple, mais que l'autre soit leur esclave d'une certaine façon. C'est pour ça que ça va se traduire aussi dans la relation par des comportements agressifs, actifs, ou parfois dans une forme de passivité qui va devenir agressive, d'une forme de domination, hein, aussi, et puis une alternance de rôles où on va voir ces personnes qui vont persécuter l'autre, puis se faire passer pour la victime, jouer un rôle de sauveur. Enfin, c'est un peu le triangle de Karpman, hein, qu'on a déjà développé pas mal en psychologie, hein. Voilà, en gros, hein, dans les comportements. La question basique, quelque part, mais pour que tout le monde puisse comprendre, qu'est-ce qui fait qu'une relation est toxique? Alors, c'est là où il faut bien différencier. C'est qu'il peut y avoir des personnes toxiques, et j'ai envie de dire, elles vont être toxiques dans toute relation dans laquelle elles vont être dans un couple amoureux, parce qu'elles ont une pathologie particulière de la personnalité, hein. Donc ça, c'est lié à la personne. Et l'exemple le plus typique, c'est le pervers narcissique, dont on a déjà parlé, qui est vraiment l'ultime, finalement, personne qui va modéliser l'autre comme elle le souhaite, en la dégradant, en la détruisant à petit feu. Mais on peut avoir une relation toxique parce que les deux, finalement, jouent un rôle particulier, où les deux protagonistes, finalement, se sentent mal dans cette relation. Ils ressentent une forme d'inconfort, un mal-être à être ensemble. Pourtant, il y a un lien d'attachement, mais il y a une forme de morosité, de dépressivité. Et effectivement, il y a des relations qui peuvent être toxiques à deux, hein, dans ce rôle mutuel où chacun va jouer un rôle complémentaire de l'autre. Et souvent, c'est parce qu'il y a un lien entre les blessures respectives de l'un et de l'autre qui vont se refléter au travers de cette relation, hein. Par exemple, au sein d'un couple, il peut y avoir une blessure de type, en gros, j'ai jamais été une priorité pour une personne, et le conjoint de l'autre type, j'ai dû prendre finalement trop de charge des personnes dans mon enfance, l'autre va attendre trop. Enfin, il peut y avoir comme ça des rôles où on va se renvoyer finalement ses propres blessures, et on va être dans une relation qui ne sera pas une relation amoureuse, mais qui sera plutôt une relation d'entraide, mais qui finira par une relation masochiste ou sadomasochiste entre les deux protagonistes, hein. Il peut y avoir ce type-là, hein, qui est lié à des blessures, mais il peut y avoir aussi un autre type de problématique, de relation toxique, où finalement on n'attend pas la même chose. C'est-à-dire, la communication, ça va, la sexualité, ça peut aller, la complicité, mais en revanche, il n'y a pas d'engagement. Et c'est vrai que dans un couple, si à un moment donné, on n'est pas sur la même ligne tous les deux par rapport à cet engagement, eh ben, on va souffrir. Et puis, si on reste dans cette relation trop longtemps parce qu'on ne peut pas se séparer, alors que finalement, il y en a un qui veut s'engager dans une vie de couple, se marier, avoir des enfants, et l'autre pas du tout, mais ils restent quand même ensemble, ça va devenir toxique en soi. Ça ne sera pas aussi toxique qu'avec une personnalité pathologique, mais la relation va devenir toxique. Alors, si on parle de charge mentale, de fatigue morale, pourrait-on dire que c'est lié à une relation toxique? Alors, oui, c'est un des ressentiments, hein, qu'on peut avoir, même d'un lien qu'on peut appeler contre-transférentiel, hein, dans la relation amoureuse, c'est qu'on va se sentir fatigué. Alors toxique, hein, j'entends, hein, parce que normalement, quand on est amoureux, c'est plutôt l'inverse. On a de l'énergie, on est heureux, on est épanoui. Bon, là, à contrario, on va se sentir vidé, fatigué dans cette relation. On se sent de plus en plus épuisé, sans énergie, après avoir passé un moment avec l'autre. C'est comme si il nous avait vampirisé, comme si on était complètement à plat, et un sentiment d'impuissance et de dépressivité qui va s'installer, malgré en gros les efforts qu'on va faire pour dynamiser, hein, son couple. Rien ne change et le partenaire ne donne rien en gros en retour, hein. Donc ça, c'est assez typique
hein, ce sentiment qu'on peut avoir, ou même ce vécu en tant que tel. Alors tout à l'heure, tu as survolé l'estime de soi. Est-elle diminuée lorsque l'on partage sa vie avec une personne toxique? Alors évidemment, hein, ça c'est un des signes caractéristiques, hein, avec la fatigue mentale, se sentir vidé, c'est la perte d'estime de soi. Elle est vraiment tout à fait caractéristique. Alors j'en parle pour une personne qui avait déjà une estime d'elle-même plutôt bonne. Eh bien, on va avoir des personnes qui avaient une estime plutôt bonne, qui vont avoir un déficit de plus en plus important de leur estime, vont se mettre à douter de tout, d'elles-mêmes, se sentir perdues dans la vie, ne plus avoir de repères. Quand elles sont dans ce type de relation, elles vont se sentir frustrées, tristes, avec aussi des marqueurs, hein, ce sont des marqueurs finalement sur cette relation toxique, et elles en sont victimes. Et lorsque la situation devient de plus en plus grave, parce que parfois malheureusement on laisse traîner tout ça, eh bien on va observer un certain repli de la victime sur soi, et un éloignement même de ses proches, de la famille, de ses amis, comme si on était devenu un paria, ce qui témoigne vraiment de la perte d'estime, alors que c'est absolument faux. C'est la relation toxique qui nous met dans cet état-là. Alors, la relation toxique, d'un point de vue amoureux, bien sûr, nous éloigne-t-elle de nos proches? Alors, ça peut être une tendance, effectivement, alors notamment quand il y a une stratégie de manipulation ou perverse, ou de possessivité ou de paranoïa associée, hein, quand on voit des formes de délire de jalousie, parfois, à isoler la personne de ses proches, de ses amis, de sa famille. Pourquoi ? Parce que il y a une telle jalousie qui est présente que ça devient insupportable pour cette personne de savoir que l'autre peut être heureuse dans sa vie de tous les jours, qu'elle peut être aimée par d'autres personnes, alors que c'est tout à fait normal. Et donc, il va tout faire à un moment donné pour dénigrer, pour isoler l'autre, de façon plus ou moins directe et plus ou moins malicieuse, hein, suivant son profil. Effectivement, c'est très fréquent. Alors, justement, tu parles de points très importants, mais y a-t-il un manque de communication au sein d'une relation lorsque l'on partage sa vie avec une personne toxique? Alors, oui, la communication, elle est quasiment toujours altérée. D'ailleurs, c'est un des signes, c'est qu'on n'arrive pas à communiquer de façon naturelle, limpide, fluide. On est toujours à marcher sur des œufs, voilà, toujours se méfier de ce qu'on dit parce que ça pourrait être mal interprété, surinterprété, ça pourrait se retourner contre nous, enfin, etc. Donc, la communication, elle est altérée. Elle ne va pas dans le sens finalement d'une complicité et d'une réciprocité, déjà de ce point de vue-là. Ensuite, elle peut être altérée parce qu'on va toujours être l'oreille attentive finalement à son partenaire, toujours à l'écoute de ses difficultés, prêt à le valoriser, à l'aider, parce qu'on a envie de construire. Et c'est ça le paradoxe, d'ailleurs, on a envie de construire, mais avec une personne qui nous détruit souvent ou qui crée ce type de relation. Et le partenaire va ne rien renvoyer, ou alors des paroles dévalorisantes, dégradantes à un moment donné, ou alors il va souffler le chaud et le froid, hein, on peut avoir ça aussi, et rarement en réalité prendre en compte l'autre en tant que tel, en tant que sujet, mais plutôt l'insérer ou l'utiliser dans son fonctionnement à lui. Et c'est pour ça que la communication, finalement, elle est biaisée. Très bonne transition. Tu parlais de manipulation, justement. Une personne toxique répond-elle quand même aux attentes de son partenaire? Alors, elle va y répondre souvent à dessein, hein, c'est-à-dire que, en gros, si ça peut être utile pour la recapter, hein, pour recréer quelque chose d'un lien avec l'autre quand elle sent que l'autre se détache et est prêt à partir. Parce que quelque part, elle en a quand même besoin de l'autre, même si elle exprime sa toxicité dans cette relation. Alors, dans ce cas-là, sinon, la plupart du temps, au-delà de ces stratagèmes, hein, quelque part, les envies, les désirs et les besoins, ils sont toujours quand même centrés sur la propre personne qui est toxique dans la relation, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est souvent plus toxique que l'autre. Hein, voilà. Donc, et le partenaire va toujours faire passer finalement ses besoins, ses projets, ses envies avant l'autre, et la victime elle-même va être dans une tendance à trop lui laisser ce champ-là et à ne plus se prendre en compte elle-même dans ses désirs, dans ses priorités. Et c'est là où finalement elle s'objectalise, elle devient l'objet de l'autre.
Et donc, elle a quand même une certaine responsabilité, malheureusement, dans tout ça, alors qui est inconsciente, dans un schéma de répétition où elle se laisse berner par l'autre. Donc, c'est tout à fait classique. Lorsque je t'écoute, j'ai quand même un petit peu la sensation que le plan, le projet, on va dire, de la personne toxique est d'avoir un certain contrôle sur l'autre, non? Oui, c'est de faire en sorte que l'autre fasse partie de son fonctionnement mental presque, dans une forme d'emprise, qui est un complément de lui-même, mais ne le reconnaît pas forcément dans sa différence. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dès qu'on passe la phase de symbiose du départ, de lune de miel, très rapidement, d'ailleurs elle est passée souvent assez rapidement, très rapidement on arrive à la lutte de pouvoir, où il va chercher à imposer finalement son rythme, son tempo, ses idées et son contrôle sur l'autre. Et ça, c'est vraiment assez classique aussi et habituel dans ces types de relations. Et le problème, c'est que l'autre va souvent entrer un peu dans ce jeu-là par sa peur de ne pas être aimé. Donc, il va se conformer finalement à cette idée qu'il peut être aimé que s'il se conforme au désir de l'autre, ou alors, quelque part, cette peur de ne plus s'y conformer et donc la rupture. Alors, on va prendre quelques exemples pour voir un petit peu, mais bien sûr, il ne faut pas les dissocier. C'est pas parce qu'une personne fait ça que forcément elle est toxique. Bien entendu, est-ce qu'une personne toxique en amour, par exemple, il peut prendre des décisions, ou souvent même prend des décisions qui affectent son partenaire sans demander son avis? Alors, oui, bien sûr, puisqu'il y a des tendances quand même égocentriques. On est souvent dans ce type de relation avec au moins celui qui malmène l'autre, une tendance égocentrique. Donc oui, il peut tout à fait prendre des décisions sans forcément prendre en compte son partenaire, sans lui demander son avis, ou alors parfois faire semblant de lui demander son avis, ou ne pas supporter que l'autre propose quelque chose qui pourrait être de son désir, et mettre finalement à mal cette proposition ou ce désir. Il peut y avoir aussi ça. Allez, on reste sur la lignée des personnes toxiques, de mauvaise humeur, parce qu'il ou elle a eu une mauvaise journée. Il ou elle fait payer sa colère à son partenaire. Est-ce normal? Alors, c'est complètement anormal. Et en général, il va en profiter parce que en face de lui, il a une personne qui est souvent hyper empathique, qui va se mettre à sa place, qui va l'écouter, qui va finalement essayer de modifier son comportement, se dire c'est peut-être il lui arrive plein de soucis, c'est son histoire, c'est son enfance, ça a été difficile, je dois l'aider, je dois le comprendre. Donc il va en profiter de ce type d'attitude peut-être trop réceptive, plutôt que de lui poser des limites. Et de pouvoir aussi avoir un échange plus égalitaire où chacun peut parler un petit peu, alors pas que de ses problèmes, de ses projets, parce que si on parle que de ses problèmes en couple, c'est plus très amusant non plus. Donc effectivement, ne pas tolérer ça, et d'autant plus que c'est souvent la première ligne finalement de la colère qui va amener parfois la violence verbale et ce glissement vers parfois la violence physique. Parce que dans ce type de relation toxique, il faut aussi quand même parler de maltraitance, parfois conjugale, qui vont souvent avec, au bout du compte. Alors parlons maintenant d'une attitude ou peut-être d'un comportement. Parlons du mensonge dans une relation, qui plus est lorsque la relation est toxique. Comment ça se passe? Alors le mensonge, ça dit la vérité finalement du sujet, de la personne qui ment. C'est qu'il ment pour, quelque part, cacher quelque chose qu'il veut tenir secret pour l'autre, qui pourrait remettre en cause sa relation. Ou il ment tout simplement pour séduire l'autre et le manipuler. Donc ça peut aller tout à fait dans ce sens-là. Le mensonge, c'est une des caractéristiques finalement de la relation toxique, pour la simple raison, c'est que dans la relation saine, a priori, c'est la confiance qui doit être mutuelle, qui doit l'emporter, c'est l'authenticité, et c'est pas la feinte et la malice ou le mensonge. Donc c'est l'une des caractéristiques.
Est-ce que tu dirais que la peur est légitime lorsque l'on doit discuter avec son partenaire qui est toxique? Elle est légitime quand on est dans une relation toxique, parce que c'est justement parce qu'on a peur que ça témoigne de la relation toxique, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce signal-là aussi. C'est qu'on se sent dans une insécurité affective qui peut engendrer la peur à un moment donné, la peur d'être quitté à tout moment, la peur de la rupture, la peur de la violence, la peur de dire quelque chose qui ne pourrait pas aller. Ça montre bien que la relation n'est pas saine. Parce que dans une relation normale, discuter d'un problème ne doit pas engendrer de la peur. Si on a l'impression que la relation n'est pas totalement saine, finalement, Doc, est-ce qu'il faut fuir? Alors, déjà, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que l'évitement ou la stratégie de la fuite n'est pas toujours la bonne raison, la bonne solution en tout cas. Bien sûr, la première chose, c'est d'essayer de faire en sorte de pouvoir trouver une relation qui puisse, permettre aux deux d'aller mieux et de pouvoir en parler, de renouer ce fil de la communication, de la complicité, si c'est possible. Si c'est pas possible, se faire aider en thérapie de couple, c'est aussi important parce que ça amène du tiers, ça amène aussi autre chose, une forme de distance pour analyser un petit peu les processus qui peuvent se passer et puis les différents facteurs qui peuvent être importants dans le couple. Bon, après, quand on s'aperçoit que l'ensemble des indicateurs vont s'inscrire dans une relation de maltraitance, parce que c'est ce qui se passe au bout du compte dans la relation toxique, et que cette maltraitance, finalement, elle peut pas tellement évoluer pour cette personne parce qu'elle n'a pas de possibilité de remise en cause d'elle-même, ni même de capacité de mentalisation. Eh bien, c'est quand même important de faire en sorte de rompre à ce moment-là ce type de relation, parce que on connaît ce cycle-là, finalement, de la maltraitance, où on va toujours avoir cette phase de tension dont on parle, l'impression de marcher sur des œufs, c'est compliqué, que ça peut se disputer ou devenir de la colère à tout moment, d'agression qui devient verbale puis physique, ensuite suivi de justification, si je l'ai fait, c'est parce que telle et telle chose, et de réconciliation. Et pour briser ce cycle-là de la maltraitance, qui est souvent en 4 phases, eh bien, à un moment donné, il faut se faire aider. Comme je disais, pour d'autres choses, il faut faire appel à ses ressources familiales, personnelles, amicales, et aussi travailler d'un point de vue d'une psychothérapie pour pouvoir se sortir un peu de ces schémas et aussi affronter à un moment donné parfois le fait qu'on va devoir partir de cette relation et donc faire un deuil, ce qui n'est pas toujours simple, et quitter cette relation de dépendance. Parfois, c'est ce long chemin-là qu'il faut faire. Bon, pour d'autres cas, quand je dirais il y a une légère toxicité, parce qu'il ne faut pas en voir partout non plus, bon, là, il y a des choses qui peuvent se reprendre. Donc ça, c'est important aussi à dire. Rien n'est figé finalement, à voir le degré de toxicité de la relation. Alors, on arrive sur la fin de l'émission, Doc Seb. Que doit-on retenir concernant le couple toxique? Alors, que vivre dans une relation toxique, c'est très éprouvant. Ça devient à la longue impactant pour sa santé psychologique, physique, avec un cortège de troubles, et qu'à un moment donné, il faut pouvoir se poser, évaluer la situation, faire appel à des professionnels de santé, patentés, qui connaissent ce type de problématique, qui va souvent avec la maltraitance conjugale quand même, et pouvoir aussi envisager différentes stratégies pour aller mieux soi-même, que ça soit au niveau d'une thérapie cognitive, affective, hypnose et autres, pour pouvoir déjà se sentir mieux. Et ensuite, aborder cet envol qu'on peut avoir personnel. Et c'est ce qui va nous permettre de rebondir et à un moment donné, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui nous correspond. Même si l'amour a ses raisons que la raison ignore, il faut être prudent et faire attention et se choisir soi-même, il me semble. Merci, Doc Seb. Sébastien Guarnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. On se retrouve très rapidement pour une prochaine émission. Merci.
Merci Christy, ainsi que nos téléspectateurs. J'espère que ça pourra bien les aider dans leur quotidien, parce que ce sont des questions qu'on se pose quand même souvent.